C'est l'abandon qui nous mène. Maintenant va. C'est le courage qui nous mène. Maintenant. C'est l'abandon qui nous mène. Maintenant va. C'est le courage qui nous mène. Dans la cale on veut nous reléguer. On a lancé des SOS aux solidarités. Y'a un trou béant dedans la coque de ce gros bateau monté en toc. Des larmes synthétiques dans le brouillard chimique pour qu'on reste apathique à bord du Titanic. Si la loi du plus fort sévit, suivez-moi je pense donc je nuis. On est dans un contexte où il y a des mobilisations mondiales grandissantes. Donc, après Seattle, c'est Washington, Prague, Bangkok, Nice, un peu partout sur la planète, il y a des énormes mobilisations qui s'organisent et puis donc qui nourrissent aussi la mobilisation vers le sommet ici à Québec. Puis là, nous, on en profite aussi pour faire des contacts avec un peu partout. Moi, j'ai été en contact avec Direct Action Network, Dan aux États-Unis, qui avait entre autres participé à l'organisation de la mobilisation à Seattle, avec qui j'avais des échanges pour savoir comment s'organiser là, ici à Québec. On se rend compte qu'à Seattle, ça a été pas mal plus gros qu'on pensait parce que la mobilisation là-bas, les actions de désobéissance civile non violente ont bloqué la conférence et ont fait dérailler les négociations. Et là, à partir de ce moment-là, il y a vraiment une montée des luttes partout sur la planète sur la question altermondialiste et des accords de libre-échange. Une des prochaines rencontres, ça va être le Sommet des Amériques et là qu'on a 1 an et demi pour s'organiser. Alors, on organise, on invite tous les groupes de la région, toutes les personnes à s'impliquer dans quelque chose qui va devenir Opération Québec Printemps 2001, Occupé 2001. Et j'étais responsable du comité formation. Donc, durant toute l'année précédant avril 2001, on s'était donné comme tâche, si on veut, de monter des formations puis d'offrir des formations là, le plus largement possible, de façon bénévole, bien sûr, à des groupes sociaux, que ce soit des associations étudiantes, des groupes de femmes, des groupes communautaires, même des groupes religieux. On a créé à Québec des comités de formation pour être capable d'aller à la rencontre des gens, pour être capable de sensibiliser les gens sur les différents enjeux liés à la mondialisation. Moi, c'est sûr que puisque j'étais dans le domaine plus de l'écologie sociale, j'ai monté des formations sur les impacts de la mondialisation sur l'eau, la forêt, l'agriculture. Je me souviens entre autres une journée qui a été marquante pour moi, c'était un organisme qui travaille en alphabétisation. Puis là, je me suis retrouvée à devoir, avec une collègue d'ailleurs, on devait leur expliquer la mondialisation, mais sans faire référence à des notions économiques complexes, ni même à des notions géographiques ou politiques très complexes. Ça a été vraiment une belle rencontre. Puis aussi, des deux côtés, là, autant pour nous, les formateurs, les formatrices, qu'on devait vraiment penser dans la perspective d'une personne qui est analphabète, mais qui veut comprendre quelque chose qui est marquant dans sa vie, mais aussi qui est en lien avec un événement marquant pour sa ville. Et elle avait organisé une semaine complète où tous les étudiants du cégep avaient des formations sur les questions de la mondialisation, puis de l'impact de la mondialisation, parce que c'est un gros mot, mais dans le fond, c'est plein de choses concrètes sur notre quotidien. Alors un jour, on me donne la commande d'aller rencontrer des religieuses retraitées dans un couvent qui voulaient savoir qu'est-ce qui se passait ou qu'est-ce qui allait se passer et pourquoi. Alors, j'ai fait une session de formation à partir de 3 heures de l'après-midi. Ça a duré 3 heures. J'ai jamais eu devant moi des gens aussi studieux qui prenaient des notes et ces personnes-là avaient dans les 70 ans. On a fait une tournée des tournées des cégeps, des universités. On s'est rendu à Montréal, Trois-Rivières, à la Pocatière, dans le bas du fleuve jusqu'à Rimouski. Donc, on a fait vraiment une tournée pour inciter les gens aussi qui venaient des régions à converger à Québec. Au niveau des étudiants, des étudiantes, il faut se rappeler que le mouvement étudiant également se donne rendez-vous et il y aura pour les journées
du Sommet des Amériques, le jeudi-vendredi, 50 000 étudiants et étudiantes en grève de partout au Québec. En février 2001, l'AC naît et le Sommet des Amériques va devenir l'une de ses premières mobilisations. Rapidement, j'ai réalisé que ce qui allait être vraiment important, c'est la dimension du logement, la dimension de la nourriture. Les gens qui venaient à Québec, il fallait les loger, il fallait les nourrir. Fait que, il y avait deux organisations principales à Québec, c'était Occupé Printemps 2001, Occupé 2001 et la CASA. C'était vraiment compliqué. En fait, en gros, ce qu'on devait faire, c'était de trouver l'argent pour acheter les ingrédients, acheter la nourriture. On devait trouver des cuisines, avoir accès à des locaux pour cuisiner. Mais on devait aussi trouver des endroits pour stocker la nourriture. Fait qu'on faisait des chaudières de nourriture. Puis là, on avait des contacts partout pour mettre des quantités incroyables de chaudières dans des congélateurs. C'était vraiment de la grosse logistique. Fait que finalement, on a réussi à faire un seul comité bouffe. Puis on a fait un seul comité hébergement qui s'occupait du gros si on veut, de l'hébergement des groupes qui venaient à Québec. Parce que hébergement a toujours été séparé en deux, le côté hébergement de groupe, puis le côté aussi, on avait créé, on appelait ça « Adopte ton militant ». Puis en fait, ce qu'on faisait, c'est que des gens de Québec se portaient volontaires pour accueillir une personne qui venait et qui avait besoin d'hébergement. Donc ça, c'était géré en parallèle. Puis c'était vraiment, à cette époque-là, c'était le début d'Internet, hein? Fait qu'on n'avait pas tant d'outils que ça. Donc, il faut comprendre qu'on a hébergé entre 10 000 et 15 000 personnes à Québec, dans des centres communautaires, dans des écoles, dans des cégeps, dans des arénas, etc. Puis, à ce moment-là, l'informatique n'était pas une solution spontanée. Donc, moi, j'avais commencé, au début, je commençais à prendre des notes sur des papiers. Je me prêtais à avoir un cahier à notes avec la liste des personnes qu'on allait héberger, ce qui était complètement délirant. Fait qu'on avait 10 000 personnes à loger sur une période d'à peu près 7 jours. Parce que le gros, c'est sûr que c'était pendant la fin de semaine, du 21 au 22, mais il y avait quand même des gens qui venaient avant, après, fait qu'il fallait s'occuper aussi des hébergés. Et c'est devenu aussi une game politique, l'hébergement, parce que, bien, nous, en fait, on n'avait pas d'argent au départ pour louer des locaux. Là, on a réussi à obtenir de la ville, à la dernière minute, peut-être un mois avant, on a réussi à obtenir qu'elle nous finance des locaux, des agents de sécurité. Là, ça nous a vraiment enlevé un stress incroyable parce qu'on avait depuis le début la collaboration de l'Université Laval, fait qu'on savait qu'au PEPS, on pouvait loger plusieurs personnes, mais il restait encore des milliers d'autres à loger. Ça a été une négociation extrêmement difficile parce que la Ville de Québec, au début, refusait complètement d'admettre, premièrement, qu'il y aurait autant de militants qui déferleraient vers Québec, mais aussi de nous reconnaître comme étant un interlocuteur fiable pour nous prêter ces locaux-là. On avait plusieurs milliers, c'était probablement 3 000 à 4 000 personnes qui couchaient au PEPS, on avait au Deconingue. Et au PEPS, c'était spécial, là. Il y avait le grand gymnase qui était plein de personnes. Il y avait tellement de monde là qu'il y avait des rues, des avenues, il y avait des quartiers. C'était tellement une belle expérience dans ma vie de rencontrer ces jeunes qui avaient un feu en l'intérieur pour changer le monde puis pour faire comprendre aux gens qu'est-ce que ça impliquait le Sommet des Amériques. Alors, j'étais en charge d'accueillir les personnes qui venaient ou les groupes qui venaient d'ailleurs, d'Ontario, des États-Unis, tout ça. C'était très agréable dans le sens qu'on rencontrait les gens, on les envoyait dans leur hébergement. À Occupé 2001, on avait aussi un comité action. Ce qui est intéressant, c'est que lors de toute l'année, les 12 mois qui ont précédé le Sommet des Amériques, il y a eu différentes actions ponctuelles à tous les mois. Je me rappelle entre autres du défilé du carnaval où à la fin du défilé, on était des centaines de personnes qui avaient sauté dans la rue. Puis le carnaval de Québec s'était terminé avec une manifestation contre l'ASLEA, la zone de libre-échange des Amériques, et contre le Sommet des Amériques.
Parfois, on s'est retrouvé avec des actions pas prévues. Comme moi, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui m'appelle à la dernière minute et qui me dit « Hey, c'est la conférence de presse du Sommet des Amériques. C'est à 5 minutes de chez vous, mais c'est dans 10 minutes. » Fait que là, je m'habille, je m'en vais me rendre là. Puis je rentre, je fais semblant que je suis dans un média. Je dis « Média Campus », je m'assieds avec les journalistes. Il y a des caméras de partout des Amériques qui sont là. Il y a l'équipe du sommet officiel qui fait sa présentation, puis après, je me lève, puis là, je dis, je dénonce les enjeux de la zone de libre-échange, puis je dis qu'il va y avoir une mobilisation massive qui va s'organiser, puis là, toutes les caméras font un mur devant moi, puis là, ben, je me sers de cette conférence de presse-là pour donc promouvoir la mobilisation. Lors d'une assemblée générale d'Occupé 2001, à la fin de la rencontre, il y a des femmes qui disent, bien, je trouve que le discours militant contre le sommet, bien, on ne parle pas beaucoup de la réalité des femmes, des conséquences sur les femmes par rapport à ces accords-là, par rapport à la pauvreté des femmes, par rapport à leur instrumentalisation au niveau des activités économiques. Puis on se dit, bien, les filles, si vous voulez vous réunir, on va essayer de faire quelque chose. Et c'est là que les Amères Noël sont nées. Il faudrait faire quelque chose pour sensibiliser. Puis, notre objectif, c'était un peu de sortir des journaux ou de la théorie. Fait que là, des actions plus créatives. Alors, on s'était toutes mis des bonnets de Noël pour dire qu'on était amers de la société de consommation, on était amers de la mondialisation. On avait pris des chansons traditionnelles de Noël, qu'on avait toutes modifié les paroles, puis là, on allait dans des centres d'achat, puis dans différents lieux, puis on allait jaser, on allait chanter ensemble. Fait qu'on était toutes joyeuses, puis mais en même temps, on disait des paroles super radicales, puis vraiment engagées. Et on se retrouve avec trois ou quatre filles à chanter dans un centre commercial. Et au début, les gens sont intéressés à entendre ce qu'on chante. Puis là, ils se rendent compte que, oups, c'est pas tout à fait les mêmes paroles. Cannibale, Lazléa, cannibale, à Québec, c'est toute une mascarade. Rien de nouveau, libre-échange, esclavage. Toujours pour le profit maximal. Même si on s'occupait de formation et d'information au comité, ça ne nous mettait pas à l'abri de la curiosité policière, même si c'était juste de l'information. Et parmi nous, il y avait des étudiants de cégep et d'université. Et un jour, une étudiante vient me voir, me demande de me voir après la réunion et elle me dit « Est-ce que c'est normal que des policiers viennent chez moi me poser des questions? » Et elle me dit « J'habite chez mes parents, ils sont nerveux à cause de ça. Est-ce que c'est normal? » J'ai dit « Pas du tout. » Quelques jours plus tard, 2 ou 3 jours plus tard, j'ai effectivement eu un appel d'un policier de la GRC qui voulait me rencontrer dans mon bureau. J'étais à l'époque commissaire du travail et je leur ai répondu que j'étais occupé en audience et que je ne pouvais pas leur répondre. J'ai dit « Venez chez moi demain à 10 h. » Ils ont dit « D'accord. » Et le lendemain, j'ai pris la peine le soir même, là, juste avant, de téléphoner à Radio-Canada. J'ai eu une journaliste, Nicole Germain, qui s'est fait un plaisir d'accepter mon invitation de se rendre chez moi un peu avant la visite des policiers. Et ça a été une surprise totale. Le caméraman était là, caché dans un garde-robe. La journaliste était dans une autre pièce. Et quand les policiers sont entrés et j'ai fermé la porte derrière eux, ils se sont trouvés piégés par la journaliste. Et j'ai pu faire une déclaration devant caméra sur l'intimidation policière pour des gens qui exerçaient un simple droit de citoyen en démocratie. C'est évident que ça a fait beaucoup de bruit parce que ça a fait l'ouverture du téléjournal le soir et ça a été comme un barrage pour la suite des événements.
Il y avait comme 3 niveaux de mobilisation. Il y avait nous, qui étaient Occupy 2001, qui travaillaient avec la coalition à Montréal, qui était la GOM. Il y avait aussi Mob for Globe, Toronto et Halifax, avec qui on travaillait. Par ailleurs, il y avait le RQIC, le Regroupement québécois sur l'intégration continentale, qui, eux, étaient réseautés partout en Amérique et qui organisaient le Sommet des peuples et la Marche des peuples. Et il y avait aussi la CLAC et la CASA, la Convergence des luttes anticapitalistes, et le Comité d'accueil du Sommet des Amériques, qui, eux, organisaient des actions qui étaient parallèles aux nôtres. Donc, le périmètre de la solidarité, c'était une série de conférences qui avaient lieu au Cégep de Limoilou et au Centre de convergence, qui est aujourd'hui le Centre Horizon. Il y avait des gros noms qui répondaient. Là. Ça commençait à devenir impressionnant. Je me rappelle qu'il y avait des gens du Mouvement des Sans-Terre, il y avait des gens d'Attaque Québec, un groupe qui ne s'appelle pas Attaque Québec, mais Attaque France plutôt. Des représentants de ce groupe-là qui sont quand même des grosses ONG internationales. Il y avait même eu Martha Arnecker, qui était une intellectuelle, une grande intellectuelle castriste. Et ça m'impressionnait parce que quand j'étais jeune, dans la bibliothèque de mon père, il y avait les livres de Martha Arnecker. Et là, après quelques échanges de courriel, elle répond par l'informative. Elle dit « Oui, c'est bien, on va venir à Québec, on est intéressés, on va donner une conférence au Cégep Limoilou. » C'était vraiment quelque chose. Pendant quelques jours, j'ai eu l'impression d'être avec les stars du mouvement. Vraiment, je peux vous dire que pendant ces 3 jours-là, c'était comme un feu d'artifice. On ne savait pas qu'est-ce qui était pour arriver. Donc, les autobus arrivaient par dizaines à l'Université Laval. Donc, nous, il fallait embarquer dans l'autobus avant que les gens puissent débarquer. Bienvenue à Québec. Vous savez que vous êtes hébergé, ça va vous coûter 5 $ par nuit. C'est moi qui est responsable de prendre cet argent-là. Mais il faut comprendre, un autobus après l'autre, des centaines, des milliers de personnes. Le sous-sol du pavillon de Coningue est plein jusqu'au ras-bord. Partout, ça remonte dans les escaliers. On est des milliers de personnes là. Et là, on a... C'est surtout du mouvement étudiant, mais des coalitions régionales. Le monde sont là, puis là, on explique qu'est-ce qu'on va faire demain pour la manifestation de la GOM. Et là, le lendemain, on se retrouve 15 000 personnes à l'Université Laval, mais pour 2 manifs différentes. Alors là, il faut comme là, pendant une bonne demi-heure, on négocie comment faire ça. Parce qu'en fait, nous, on avait notre rendez-vous qui était à une place, puis la manif de la CLAC, hein, nous, on était avec la GOM, la CLAC était plus loin. Mais là, le monde était un peu mélangé d'un bord puis de l'autre. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des banderoles, les deux, puis les 15 000 personnes ont traversé, se sont séparées en 2. Et puis, en Haute-Ville, c'était la manif de la CLAC. En Basse-Ville, c'était notre manif, celle de la GOM. Et là, finalement, c'était une belle fin de semaine. Il a fait beau tout le long du sommet. On a passé par Charest. Et il y a eu quelque chose d'assez spécial. C'est qu'au Sommet des peuples, qui était un événement important, où il y avait du monde de partout dans les Amériques, bien là, le monde, ils ont décidé de sortir du Sommet des peuples puis de joindre la manif. Et là, il y a eu, dans Saint-Roch, au coin Charest et Salaberry, la jonction entre 2000 personnes qui venaient du mouvement des Sans-Terre du Brésil, des syndicats mexicains, des mouvements de partout des Amériques. Et nous, on s'est fusionnés et là, on s'est rendu jusqu'au mur, jusqu'à la clôture. On était 8000, 9000, en tout cas, personnes. Là, c'est plein d'assemblées qui s'organisent. Et là, finalement, du côté de la police, ils commencent à nous envoyer les premiers gaz lacrymogènes. Les gaz lacrymogènes ont continué à pleuvoir pendant les 2 jours qui ont suivi. Donc, on ramassait énormément d'argent comptant. Et je me souviens d'un soir au centre de convergence, là, où on se réunissait pour organiser tout, puis surtout accueillir aussi les militants. On accumulait l'argent. On avait des milliers de dollars. Un soir, il y avait une rumeur comme quoi la police allait faire une descente dans le centre de convergence. Alors là, la panique nous prend. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On n'avait aucune justification légale, il n'y avait pas de facture. Alain, un autre militant, se trouvait là. On lui dit « Alain, prends ton sac à dos, mets ça là-dedans, va porter ça chez Ginette. » Ginette étant une personne fiable, à qui on savait qu'on pouvait faire confiance. Donc Alain est parti. Toujours, on se souvient, dans l'espèce d'ambiance policière où il y a des hélicoptères, la police est partout. Alors, je prends
1000 macarons d'Occupé 2001 là, contre la SDA. Je me mets ça dans les poches, puis là, je monte en Basse-Ville, puis après jusqu'à la Haute-Ville, puis je passe la nuit à me promener sur le front, dans le milieu des gaz lacrymogènes, avec les hélicoptères qui nous tournent autour sans arrêt, avec mes macarons, puis aller voir le monde un après l'autre. On est ici contre la SDA, tu viens de où, qu'est-ce que tu fais, t'es qui, puis avoir des discussions sans arrêt avec du monde de partout des Amériques qui sont présents. Comme résidente du quartier Saint-Jean-Baptiste, on s'entend que le mur il est arrivé pas mal avant que le sommet arrive. Fait que ça a été toute une histoire de voir notre quartier séparé. Puis en même temps, c'était beau de voir les artistes qui avaient pris d'assaut le mur, qui avaient mis des fleurs, qui avaient mis des messages politiques sur le mur. Puis nous, on avait accueilli un hébergé. Là. Il y avait une possibilité d'adopter un militant. Puis c'était un gars un peu spécial qui est arrivé tout seul. Puis là, il se tapait des livres sur lui au cas où qu'il allait se faire frapper par la police. Fait qu'on a comme été un peu surpris parce que c'était pas le type d'action que nous, on faisait. Fait que là, on fait « Ah, OK! » Ça a été un autre univers. Puis il y a un soir qu'on était rentrés, puis on s'était fait pitcher des gaz lacrymogènes dessus. Puis je me souviens, là, de courir, puis là, de regarder, puis de voir les flics, puis de dire « Non, non, ils vont pas nous les lancer. » Puis là, qu'ils nous les lancent, puis là, de courir ma vie, puis d'arriver, puis d'essayer de respirer pour pas... Fait que, bref, ça a été une expérience complètement flyée pour le quartier, pour tous les résidents, d'entendre les hélicoptères qui faisaient du bruit, puis cette ambiance-là, tous les commerces étaient barricadés. Je suis dans les personnes responsables de la manifestation d'Occupé. Alors là, on est le samedi. Nous, on part des plaines d'Abraham. Alors, je me rends sur les plaines, on a des discours, la Casa latino-américaine, le SFPQ, le mouvement étudiant, les groupes écologistes, les Amis de la Terre à l'époque. Donc, font des discours, et puis là, on part. On traverse la rue Cartier, si je me rappelle bien. Puis là, ben, en même temps, il y a le front qui est pas loin. Donc, il y a comme l'interaction entre le front et notre manifestation, du monde qui traverse d'un bord puis de l'autre. Et finalement, on descend en Basse-Ville pour aller rejoindre la Marche des peuples. Alors là, c'est 75 000 personnes qui se sont rassemblées, c'est énorme. Alors on se fusionne avec eux pour aller jusqu'au Colisée. Pendant la marche à laquelle je participais, j'ai dû me retirer sur le trottoir pour répondre aux questions d'un animateur de radio. Et pendant que j'étais sur le trottoir, 2 vieilles dames m'ont aperçu et sont venues me voir en me disant « Vous étiez venus à notre couvent, nous vous avons écouté et nous voici aujourd'hui dans la Marche des peuples. » C'était une façon très concrète de me dire le travail qu'on avait accompli pendant 1 an, on avait le résultat devant les yeux. Je pense que le Sommet des Amériques a propulsé toute une génération militante. Tout ce qu'on a fait dans les mois et dans l'année qui a précédé le Sommet des Amériques, ça nous a appris beaucoup de choses. Ça nous a appris comment aller vers les gens, comment parler de politique, comment se mobiliser, comment faire des actions directes. Et cette prise de conscience-là du poids que l'économie des multinationales, que l'économie des grands est en train de prendre sur nos vies, ça a généré une réponse. Puis encore aujourd'hui, on peut voir que la réponse s'est organisée, puis il y a une grande génération militante qui ensuite a formé la C, qui a fait les grèves en 2005, en 2012, ou qui s'est impliqué dans des partis comme Québec solidaire. T'sais, ça m'a fait réaliser, quand on voit des grandes mobilisations citoyennes, bien, des fois, on ne réalise pas tout le travail de logistique que ça implique derrière. Puis ce travail-là de logistique, bien, c'est un moment où on crée aussi des liens entre nous, des manières de faire. C'est une expérience qui marque. Je milite toujours. La plupart des gens avec qui... beaucoup de gens avec qui on a milité à cette époque-là sont restés des amis, des bons amis, des camarades, des gens avec qui on a continué à militer sur d'autres sujets, mais ça a vraiment formé des liens, puis je pense une toile militante. C'est certain qu'on a continué avec Occupé de 2001 à se mobiliser. C'est une mobilisation qui a mené à une victoire.
Le sommet, la zone de libre-échange des Amériques, elle est tombée, elle n'a jamais eu lieu. Alors, c'est vraiment une mobilisation victorieuse auquel on a participé. C'est l'abandon qui nous mène. Maintenant, C'est le courage qui nous mène. maintenant, C'est l'abandon qui nous mène. maintenant, C'est le courage qui nous mène. Dans la cale, on veut nous reléguer. On a lancé des SOS aux solidarités. Y a un trou béant dedans la coque de ce gros bateau monté en toc. Des larmes synthétiques dans le brouillard chimique pour qu'on reste apathique à bord du Titanic. Si la loi du plus fort sévit, suivez-moi je pense, donc je nuis. Embarque dans mon canot, des corps amis, remontons le courant. Il faut ramer de toutes nos forces, on arrêtera quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans. Quand on aura 100 ans.